Imaginez un instant le grand écart. On a d'un côté, on a une console de jeux vidéo qui est sortie en 1990. Ouais, la fameuse. Voilà. Et aujourd'hui, un seul de ces jeux d'occasion, il se négocie parfois à plus de 30 000 € sur le marché de la collection. C'est fou, c'est littéralement le prix d'une voiture neuve. Exactement. Une voiture neuve pour une cartouche en plastique noir. Et le plus dingue, c'est que cette même entreprise, elle annonce le retour officiel de cette machine exacte. C'était le 17 avril dernier à Osaka. Pour une sortie prévue fin 2026, c'est ça? C'est ça. Sauf que là, le tarif public, il est d'à peine 200 €. Du coup, aujourd'hui, on se plonge dans les données vraiment vertigineuses d'une enquête menée par Block News. L'enquête Goldmaster, ouais. Tout à fait, l'enquête Goldmaster. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre cette anomalie absolue qu'est la Neo Geo. Comment on passe de 1400 $ en équivalent moderne à l'époque à des jeux à 30 000 balles pour finir avec une machine à 200 €. C'est un grand écart qui, en fait, défie toute logique économique traditionnelle. Et l'annonce de cette AES+, c'est le nom de la nouvelle version, pour novembre 2026, elle a créé une onde de choc, parce qu'elle touche à des concepts super sensibles. Et il faut d'emblée évacuer nid de reçu, je crois. Ah oui, absolument. On parle pas du tout ici d'une petite reproduction en plastique bon marché, vous savez, le genre de truc qui contient juste des fichiers téléchargés sur Internet. Les fameuses mini-consoles qu'on voit partout depuis 10 ans. Voilà, l'industrie nous a un peu gavés avec ces gadgets nostalgiques récemment. Là, l'enquête de Blox News, elle met en lumière un phénomène industriel d'une toute autre envergure. C'est un mouvement que les analystes commencent à appeler le luxe rétro. Le luxe rétro. Ok. Donc pour saisir pourquoi une simple console génère des transactions à 5 chiffres et justifier un terme pareil, faut impérativement faire un saut dans le temps. L'enquête, elle nous ramène au début des années 80. C'est vraiment la clé pour comprendre, ouais. Une époque où l'industrie du jeu vidéo, elle vit avec une règle qui n'est pas écrite mais que tout le monde accepte. Le compromis technique. Ouais, le contexte, il est crucial ici. En 1990, le monde s'émerveille devant la génération 16 bits. Donc on a la Super Nintendo, la Mega Drive. Les classiques, quoi. C'est ça. Mais à l'époque, le vrai laboratoire technologique ultime, c'est pas le salon, c'est la salle d'arcade. C'est là qu'on mettait nos pièces de 5 francs. Exactement. C'est là qu'on trouve des bornes massives avec des puces graphiques dédiées qui sont capables d'afficher des personnages immenses, des animations ultra fluides. Et le schéma classique pour le joueur, c'était l'émerveillement en arcade suivi de la grosse déception une fois de retour à la maison. Ah, la fameuse adaptation. On achetait le jeu à la maison pour sa petite console et, fatalement, les personnages avaient rétréci de moitié. Ouais, les décors clignotaient de partout. C'est ça, et les musiques étaient simplifiées, ça ressemblait plus à rien. Mais bon, c'était la limite physique de l'électronique grand public de l'époque. Personne s'en plaignait vraiment. C'était comme ça, et puis c'est tout. Jusqu'à l'arrivée de SNK, Shin, Nihon, Kikaku. Cette société japonaise, en fait, elle décide d'aborder le marché avec une ambition c'est carrément déraisonnable pour l'époque. C'est-à-dire. Leur stratégie, elle se résume à supprimer purement et simplement le concept de compromis. Ils conçoivent une seule et même architecture technologique, super puissante, mais ils la déclinent en 2 boîtiers différents. Ok, donc d'un côté pour les pros, d'un côté pour la maison. Exactement. On a le MVS, le Multi-Video System. Ça, c'est la grosse carte mère, souvent peinte en rouge, destinée à être enfermée dans les bornes d'arcade. Et de l'autre, on a l'AES, l'Advanced Entertainment System. C'est la version carénée, noire, avec des manettes, destinée aux meubles télé du salon. Et l'article de Block News, il insiste lourdement sur ce point. C'était pas une version qui était proche de l'arcade. C'était strictement la même carte mère, aux composants près, quoi. Aux composants près, ouais. L'architecture interne, elle défiait toute concurrence. L'enquête détaille la présence de 2 processeurs distincts qui travaillent ensemble. Ce qui coûtait une fortune. Ouais, on parle de grosses puces, là. Ouais, d'un côté, on a le légendaire processeur Motorola 68000. C'est une puce 16-32 bits qui était, à l'époque, le cœur d'ordinateur professionnel hyper cher. Genre les vieux Mac ou les Amiga, je crois. Hein. Tout à fait. Et ce processeur, il s'occupait de la logique de jeu. Il gérait l'affichage de ce qu'on appelle les sprites, donc les éléments graphiques qui bougent à l'écran. Ça permettait des zooms vertigineuses, des dizaines de personnages énormes, sans aucun ralentissement. Et ça, c'était juste le processeur principal. Voilà. Parce que SNK s'est pas arrêté là. Pour ne pas surcharger ce Motorola, ils ont greffé un second processeur, le Zilog Z80. Et c'est une puce 8 bits dont l'unique travail, et c'est ça qui est fou, son seul boulot, c'était de gérer la synthèse sonore et les voix digitalisées. C'est ce qu'on appelle la division du travail au niveau du silicium, en fait. C'est ça.
Mais bon, le processeur, ça fait pas tout. Pour nourrir ces puces avec des graphismes d'une telle taille, il fallait du stockage. Et avant l'invention du CD-ROM, le stockage, il se faisait sur des puces de mémoire morte, la ROM, intégrée direct dans les cartouches. Et c'est là que les coûts explosent, en fait. Les cartouches Neo Geo, elles sont immenses. Elles ressemblent à des grosses cassettes VHS super épaisses. D'ailleurs, l'enquête rappelle que SNK avait cette campagne marketing assez agressive, avec un slogan du genre Max 330 méga Pro Gear Spec. Ah ouais, un slogan qui visait clairement à écraser la concurrence, quoi. L'intimidation pure. Complètement. Quand des géants comme Sega ou Nintendo imprimaient timidement sur leur boîte des capacités de 8 ou 16 mégabits, SNK arrivait et affichait fièrement le chiffre 330. 330. Ouais, mais il faut comprendre ce que ça implique matériellement. Imprimer des dizaines de mégaoctets de données sur des puces en silicium au début des années 90, ça coûtait une véritable fortune en usine. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si, à l'ère où tout le monde louait des cassettes vidéo un peu baveuses et floues, une entreprise proposait d'installer un véritable projecteur de cinéma IMAX avec des bobines pellicule 70 mm directement dans votre salon. C'est exactement ça. C'est l'expérience absolue. Mais forcément, la facture, elle suit. À sa sortie aux États-Unis, la console, elle coûtait 649,99 $. Et l'article de Block News, il a fait le calcul avec l'inflation, non? Oui. Si on ajuste ce montant, ça correspond à près de 1400 $ d'aujourd'hui. Et attention, les jeux eux-mêmes, ils étaient vendus autour de 200 $ l'unité. Ce qui fait plus de 400 $ actuels pour un seul jeu, une seule cartouche. C'est ça. Donc en gros, c'était inatteignable. Moi, je me souviens, dans les cours d'école, cette machine, c'était un mythe absolu. On lisait tous les magazines, on bavait devant les captures d'écran de jeux comme Art of Fighting ou Samurai Showdown, mais personne l'avait. C'était la console des enfants de diplomates, quoi. Et l'enquête met le doigt sur un aspect psychologique vachement intéressant par rapport à ça. C'est précisément ce tarif astronomique, cette inaccessibilité, qui a cimenté son aura. Elle était plus qu'un produit, c'était un fantasme. Exactement. L'inaccessibilité a forgé le dogme autour de la machine. Le cycle de vie officiel, d'ailleurs, a été incroyablement long. De 1990 jusqu'au dernier jeu officiel, Samurai Shodown 5 Special en 2004. 14 ans sur la même carte mère. Ouais, c'est un record absolu de rentabilité en arcade. Mais quand l'entreprise a arrêté de produire, le fantasme, lui, il s'est pas éteint. Bah non, les gamins ont grandi. Voilà. Les joueurs qui bavaient devant les magazines dans les années 90, ils ont grandi, ils ont obtenu un pouvoir d'achat et ils ont voulu s'offrir le rêve de leur enfance. La console, elle est alors passée d'un produit commercial haut de gamme à un artefact sacré sur le marché de l'occasion. Ce qui explique pourquoi le grand public a autant exigé un retour de la machine aujourd'hui. La nostalgie, on le sait, c'est un moteur économique surpuissant. Sauf que, avant cette fameuse annonce de l'iOS Plus pour 2026, SNK avait déjà tenté de capitaliser sur ce retour. Avec la fameuse Neo Geo Mini. C'est ça. La petite machine avec un écran intégré. Et selon l'enquête de Block News, ça a été une déception totale auprès des puristes. Ah, un vrai flop chez les connaisseurs, ouais. Et cet échec s'explique par un obstacle technique qui est invisible pour le néophyte, mais qui est totalement rédhibitoire pour l'expert. C'est la méthode d'émulation logicielle. Attendez, l'émulation, c'est bien ce qu'utilisent presque toutes les consoles rétro-modernes aujourd'hui, non? Genre, c'est un petit ordinateur caché dans une coque nostalgique qui fait tourner un programme imitant la vieille console. Pourquoi ça a coincé ici? Conversation. Le petit ordinateur moderne, il parle pas du tout le même langage informatique que les puces Motorola de 1980. Le programme d'émulation doit donc intercepter le code du jeu, le traduire à la volée et l'envoyer au processeur moderne. Ça paraît logique. Sauf que ce processus de traduction, même avec des ordinateurs super puissants, ça prend quelques millisecondes. C'est ce qu'on appelle l'input lag, le décalage des commandes ou le retard à l'affichage. Mais quelques millisecondes? Franchement, le cerveau humain, il s'en rend même pas compte si on joue à un jeu d'aventure ou Mario, non? Oui, pour un jeu classique, ça passe. Sauf que le catalogue de la Neo Geo, il est constitué presque exclusivement de jeux d'arcade extrêmement nerveux. Des jeux de combat en 1 contre 1 principalement. Ah oui, c'est vrai, les jeux de baston. Et dans ces jeux, le code fonctionne par frame, par image. Le jeu affiche 60 images par seconde. Une attaque rapide peut sortir en 3 ou 4 images seulement. Les joueurs de haut niveau, ils ont un système nerveux entraîné pour réagir à cette vitesse-là. Et donc, si le logiciel de traduction rajoute un retard... S'il rajoute un retard de 2 ou 3 images, la parade, elle sort pas à temps.
La mémoire musculaire du joueur crie à l'erreur. En gros, l'émulation détruit la précision chirurgicale de l'expérience originale. C'est pour ça que les puristes ont détesté. D'accord. Donc pour le grand retour de 2026 avec la S+, SNK a dû trouver une solution matérielle pour virer cet interprète logiciel. L'article détaille le recours à des circuits qu'on appelle ASIC, mais concrètement, ils font quoi? Ils recréent carrément le circuit électrique d'il y a 30 ans? C'est ça. Et c'est vraiment le cœur de ce mouvement Lux Rétro. ASIC, ça signifie Application Specific Integrated Circuit. En gros, l'ingénierie moderne prend du silicium actuel, mais y grave exactement les mêmes chemins électriques, la même architecture logique que les puces de 1990. Waouh! Les électrons circulent littéralement de la même manière, avec les mêmes contraintes de temps, sans aucune couche de traduction logicielle. La puce ne fait plus semblant d'être une Neo Geo, elle est une Neo Geo sur le plan matériel. Et du coup, l'input lag disparaît totalement. Faut avouer que c'est un niveau de fétichisme technologique qui est assez impressionnant. Mais la véritable audace de ce nouveau modèle, outre les ajouts modernes genre la sortie HDMI ou la sauvegarde des scores, c'est son interface physique, non? Complètement. Parce que la machine, elle lie la dizaine de nouveaux jeux prévus au lancement, genre le nouveau Metal Slug ou Garou, qui seront vendus 79 €, ça c'est normal. Mais le port cartouche, il est physiquement compatible avec les cartouches historiques de 1990. Et cette rétrocompatibilité physique, c'est une décision stratégique qui est juste brillante de la part de SNK. Sauf que, moi, ça me pose une question immédiate quand on croise les données de l'enquête Block News. On vient de dire que le marché de l'occasion, il est totalement hors de contrôle. Ouais. L'article donne l'exemple d'un jeu de golf, Neo Turf Masters. En avril 2026, un exemplaire complet sur cartouche AES de salon s'est vendu en moyenne à 30 799 $. C'est indécent. Pour un jeu de golf en 2 dimensions. Si les cartouches historiques, elles valent le prix d'un apport pour acheter une maison, qui va concrètement insérer ça dans une console à 200 €? C'est absurde. Si on l'analyse sur le prisme du jeu vidéo classique, ouais, c'est complètement insensé. Mais SNK s'inspire directement du marché de la haute horlogerie ou de l'art contemporain. Comment ça? La marque sait très bien que le grand public va acheter l'AES Plus à 200 € et se contenter des nouvelles cartouches modernes à 79 €. Mais en intégrant le vieux port cartouche de 1990, SNK envoie un message très fort à la toute petite minorité de collectionneurs qui possèdent le jeu de golf à 30 000 $. Ah, il les flatte, en fait? Exactement. L'entreprise valide publiquement leur patrimoine, elle légitime leur investissement spéculatif en leur disant, en gros, vos pièces de musée, elles fonctionnent toujours sur notre technologie officielle en 2026. C'est fou. C'est une passerelle fascinante entre un marché de consommation de masse, d'un côté, et un marché d'investisseurs de l'extrême, de l'autre. Mais quand une cartouche en plastique noir devient littéralement un actif financier, un produit qu'on range dans un coffre-fort climatisé parce qu'on a peur d'abîmer les connecteurs en or, comment ils font, les passionnés qui veulent simplement jouer sur le matériel d'origine? L'enquête dévoile une réaction très particulière de la communauté. Un marché gris, une sorte de culture de la bidouille. Oui, c'est le phénomène de ce qu'on appelle les conversions, et c'est vraiment symptomatique de la fracture entre les vrais joueurs et les spéculateurs. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. L'architecture d'arcade, le MVS, et l'architecture de salon, la l'AES, elles sont strictement identiques. C'est le même jeu à l'intérieur. C'est le même jeu. Dans les années 90, les exploitants de salles d'arcade, ils achetaient les jeux MVS par milliers. Ces cartouches d'arcade, elles n'ont pas de belles boîtes en plastique. Elles étaient conçues pour les professionnels et du coup, elles pullulent encore sur le marché de l'occasion. Et elles nous coûtent parfois que quelques dizaines d'euros. Alors que le même jeu, avec exactement la même électronique à l'intérieur, mais formaté pour la console de salon, l'AES, il peut valoir des milliers d'euros juste parce qu'il a été produit à très peu d'exemplaires. C'est ça l'anomalie. Et la tentation était donc trop grande. Des techniciens dans la communauté se sont mis à acheter des jeux d'arcade MVS super bon marché. Armés de fer à souder et de pistolets thermiques, ils dessoudent carrément les puces de mémoire ROM du jeu d'arcade. Ah ouais, ils ouvrent tout. Ensuite, ils achètent un jeu de salon AES, très commun, genre un vieux jeu de Mahjong qui vaut rien du tout, et ils sacrifient sa carte mère. Ils soudent les puces d'arcade sur la carte de salon, ils impriment une fausse étiquette en haute définition pour faire joli, et ils fabriquent ainsi un faux jeu AES valant potentiellement des milliers d'euros, pour une fraction du prix.
Mais c'est vertigineux. C'est à la fois un acte de piratage, de sauvetage technologique et d'artisanat de haute précision. Mais je suppose que ça doit créer de vives tensions, non? Oh, la communauté s'entre-déchire littéralement sur ce sujet. D'un côté, les historiens du jeu vidéo et les investisseurs dénoncent un acte de vandalisme pur. Pour eux, détruire une cartouche d'arcade d'origine, même si elle est très commune, pour fabriquer une fausse cartouche de salon, c'est amputer l'histoire du médium. C'est détruire une antiquité. C'est ça. Mais à l'opposé, les joueurs purs et durs défendent ces conversions avec pragmatisme. Ils estiment que le jeu vidéo, à la base, c'est fait pour être joué. Si une conversion, c'est la seule méthode possible pour jouer à une relique sur le matériel d'époque sans hypothéquer sa maison, l'acte est justifié. Ce dilemme entre la conservation d'un objet de musée et sa fonction d'usage, c'est vieux comme l'art lui-même, finalement. Et ce qui m'a frappé dans la conception de cette nouvelle AES+ pour 2026, c'est la réponse silencieuse, mais très explicite du constructeur face à cette culture underground. L'article mentionne que SNK a physiquement intégré des deep switch sur la nouvelle console. Oui, les deep switch, c'est des petits interrupteurs manuels alignés sur une petite réglette en plastique. Dans les années 90, ils servaient uniquement aux gérants de salles d'arcade. Pour régler les bornes, c'est ça. Voilà. En basculant physiquement ces mini-interrupteurs sur la carte mère MVS, le propriétaire de la salle réglait le niveau de difficulté du jeu, le nombre de pièces nécessaires pour jouer, ou alors il censurait le son à l'écran. Mais pour la communauté des bidouilleurs sur la console de salon, ces interrupteurs, ils avaient une autre utilité, non, Evelyne? Tout à fait. En modifiant la console, les hackers ont découvert que l'activation de certains deep switches donnait accès au menu caché des développeurs. Ça permettait de tricher, d'explorer le code du jeu ou de voir des éléments qui avaient été coupés au montage. Donc, en décidant de placer physiquement ces interrupteurs directement sur la coque de la nouvelle console grand public en 2026, SNK fait bien plus qu'ajouter un bouton, oui. Ils rendent un hommage direct à l'histoire non officielle de leur machine. C'est une reconnaissance de cette culture souterraine, de ces hackers, qui a maintenu le mythe en vie quand l'entreprise officielle était au bord du gouffre. et justement, vous dites quand l'entreprise était au bord du gouffre. Et ça nous amène à la question la plus lourde de l'enquête Block News. Parce que, la recherche et le développement pour concevoir des puces ASIC sur mesure, la production d'un matériel avec une telle précision, le financement de nouveaux jeux sur des supports physiques en 2026, tout ça exige des capitaux monumentaux. C'est des millions et des millions de dollars. Sous ce que SNK a fait faillite il y a longtemps. Elle a été démantelée, rachetée par des sociétés de pachinko coréennes, puis par des boîtes chinoises avant de sombrer plus ou moins dans l'oubli. Quand on regarde les chiffres de 2026, on est obligé de se demander d'où proviennent soudainement tous ces millions nécessaires à cette résurrection du matériel. Et c'est là que l'organigramme financier actuel de l'entreprise change totalement la perspective de cette histoire. Ce n'est plus du tout seulement une question de nostalgie électronique, ça devient une vraie problématique de macroéconomie géopolitique. Les données financières sont publiques et elles sont très claires. On vous écoute. La société japonaise SNK, aujourd'hui, elle appartient à 100% à la fondation Miska. Et la fondation Miska, c'est la propriété directe du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Et ça, c'est le vrai point de bascule de l'enquête de Block News. Parce que l'argent qui finance les ingénieurs pour supprimer l'input lag en créant des puces ASIC, l'argent qui relance la production d'une console de luxe avec de belles boîtes, il provient d'un fonds souverain d'un État dont le bilan en matière de droits humains est constamment sous le feu des critiques internationales. C'est ça. Et l'enquête détaille précisément comment la communauté réagit face à cette réalité. La fracture est immense sur les forums de discussion en ce moment. Oui, on voit vraiment deux courants d'opinion très nets qui s'affrontent. Et il faut les présenter de manière tout à fait impartiale pour comprendre les enjeux. Le premier courant qu'on observe, il s'apparente à un soulagement patrimonial. Un soulagement ? Oui. Pour de nombreux passionnés, et même pour certains développeurs historiques japonais, la priorité absolue, c'est la survie de la marque et de son héritage. Cette frange de la communauté, elle perçoit le rachat comme un acte de mécénat inespéré. Imaginez les ingénieurs qui étaient autrefois coincés à produire de petits jeux mobiles sans envergure juste pour survivre. Ouais, des jeux gacha pour smartphone. Voilà. Et soudainement, ils ont accès à des budgets colossaux pour refaire de grands jeux, comme le nouveau City of the Wolves en animation 2D traditionnelle. Et l'animation 2D, c'est une technique extrêmement coûteuse. Pour ces défenseurs-là, l'origine des fonds est secondaire face à la résurrection miraculeuse d'un patrimoine culturel nippon majeur qui allait disparaître. D'accord, je comprends l'argument de la préservation de l'art. Mais en face, un deuxième courant d'opinion rejette frontalement cette vision un peu idéaliste du mécénat. Beaucoup d'analystes
Et une grande partie des joueurs voient cette opération comme un cas d'école de ce qu'on appelle le gaming washing. C'est un terme très fort, le gaming washing. C'est une stratégie d'État très pointue. Les détracteurs de ce projet soulignent, à juste titre, qu'un fonds souverain ne dépense pas des centaines de millions par simple amour du pixel art. Évidemment. L'objectif, selon eux, c'est d'utiliser le soft power, la puissance d'influence douce du jeu vidéo. En rachetant une marque adulée par la génération des trentenaires et quadragénaires mondiaux, l'État saoudien s'achèterait une forme de sympathie ou du moins une normalisation culturelle sur la scène internationale. En gros, on associe subtilement l'image du pays à des émotions ultra positives, à nos souvenirs d'enfance, à la modernité technologique de l'e-sport. C'est une stratégie de relations publiques à l'échelle planétaire, enveloppée dans le plastique noir d'une console rétro. Exactement. Et l'enquête de Block News, elle pose la question centrale qui déchire les réseaux sociaux en ce moment. Le consommateur, est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il peut seulement séparer l'œuvre technologique de son financement ? C'est la grande question éthique. Acheter la AES Plus pour 200 € en novembre, est-ce que c'est financer la préservation de l'art vidéoludique, comme le disent certains, ou est-ce que c'est valider la stratégie d'influence d'un régime politique contesté? Et c'est une question qui n'a pas de réponse simple, malheureusement. Mais elle illustre parfaitement la collision frontale entre, d'un côté, notre passion individuelle, souvent très irrationnelle pour un objet technologique lié à l'enfance. La fameuse console qu'on ne pouvait pas s'offrir. C'est ça. Et de l'autre côté, la froide réalité de la géopolitique mondiale. L'ingénierie de pointe rétro, elle devient littéralement un instrument de diplomatie culturelle. Eh bien, quand on prend le temps d'observer la trajectoire complète de cette machine, l'évolution, elle est juste sidérante. On a commencé notre exploration en 1990, avec une entreprise japonaise à l'arrogance technologique folle qui refuse les compromis et qui sort une console hors de prix réservée à une élite. La Rolls-Royce des consoles. 30 ans plus tard, les composants même de cette console deviennent des objets de spéculation financière tellement déconnectés de la réalité que les joueurs doivent jouer du fer à souderie et détruire de vieux jeux d'arcade pour continuer à utiliser leur matériel. Et finalement, aujourd'hui, en 2026, cette relique devient un outil de diplomatie d'influence financé par les milliards de l'or noir. Et si on tire le fil de cette évolution, ça amène une réflexion beaucoup plus vaste sur notre rapport au passé numérique. C'est-à-dire? La recréation de matériel complexe avec des puces ASIC, tout ce phénomène du luxe rétro dont on a parlé, ça prouve que la préservation parfaite du jeu vidéo physique demande aujourd'hui des investissements équivalents à ceux de grandes nations. Ça coûte des sommes folles. Oui, on n'est plus dans le petit logiciel gratuit téléchargé sur Internet. Exactement. Et si de tels budgets sont nécessaires pour empêcher l'histoire de disparaître derrière une émulation imparfaite, on est en droit de se demander si la mémoire vidéoludique est en train de quitter les mains des archivistes passionnés. Et ça, c'est une sacrée question. L'histoire du jeu vidéo va-t-elle devenir un simple jouet de luxe pour milliardaires ou bien une simple ligne budgétaire dans le programme de relations publiques d'un État souverain? Franchement, c'est une perspective assez troublante sur l'avenir de notre culture populaire. Et c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit la prochaine fois que la lumière d'un écran s'allumera sur un logo du passé.